Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode Experience Days, notre cycle de webconférences sur le thème de l'hôpital après la crise. Alors cette crise, elle n'est pas malheureusement terminée, contrairement à ce que nous pensions il y a quelques mois quand nous avons commencé à travailler sur ce programme. Néanmoins, pour l'heure qui vient, nos discussions seront concentrées sur le thème de la formation des professionnels de santé. Comment elle est impactée par la situation actuelle et puis nous aborderons un certain nombre de questions comme la place du digital ou la place de partenaires extérieurs pour contribuer à la formation des professionnels de santé comme peut le faire Bebroun, notamment lorsqu'il s'agit de gestes techniques de prise en main de matériel. Plusieurs interventions en live et enregistrées pendant l'heure à venir pour discuter de ce sujet. Et notamment, d'abord, j'accueille Dominique Reinhardt en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des soins à l'hôpital Foch. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Oui, donc moi, je suis directrice des soins à l'hôpital Foch, comme vous venez de le préciser. Donc, je suis de formation initiale infirmière. Et mon rôle en tant que directeur des soins est effectivement de garantir l'organisation et la prise en charge qualitative des patients. Donc, j'ai un périmètre de responsabilité qui est assez large au sein de l'hôpital, puisque je suis en responsabilité à la fois des secteurs d'hospitalisation, mais aussi des secteurs interventionnels, du laboratoire et des secteurs d'imagerie. Un périmètre très complet. Très complet. À distance, derrière leurs écrans, nous accueillons également Hans-Peter Welsch, qui est Managing Director d'Esculap Academy. Il dirige cet organisme international de formation des professionnels de santé, qui est une filiale du groupe Bebroun. Merci à vous d'être en direct avec nous depuis Tuttlingen en Allemagne. Et puis également derrière son écran, Julien Delpech, vous êtes cofondateur de la start-up Invivox. Et si vous êtes bien connecté avec nous, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques phrases également? Enchanté, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je vous entends très bien, Julien, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie infiniment de cette invitation déjà. C'est un véritable plaisir. Et donc, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur de la plateforme Invivox. C'est une plateforme qui facilite le partage de connaissances, de savoir-faire, d'expertise entre professionnels de santé. Donc, c'est une start-up qui existe depuis 4 ans désormais. On est installé à Bordeaux et on est une trentaine à œuvrer pour faciliter le partage entre professionnels de santé. Alors, pour savoir qui est à notre écoute ce soir, je vous propose tout de suite de lancer un sondage en ligne qui va apparaître dans la fenêtre de droite dans votre écran avec le chat. Pour savoir, vous qui nous écoutez, quel est votre rôle dans la formation des professionnels de santé? Est-ce que vous êtes organisateur, formateur, participant? Peut-être que vous avez plusieurs rôles sur le sujet. Je vous laisse choisir celui qui vous semble le plus important et que vous avez envie de nous partager ce soir. On vous laisse une trentaine de secondes pour répondre à ce sondage. Alors, est-ce qu'on a des réponses au sondage qui arrivent? Ok. Nous clôturons le sondage. Je vous donne tout de suite les résultats. Et donc, vous êtes 26% à être organisateur, 11% à être formateur, 32% à être participant et 32% autres. Alors, pour lancer la discussion et entrer vraiment dans le vif du sujet de notre thématique sur la formation des professionnels de santé, je vous propose tout de suite d'écouter une brève introduction qu'a accepté d'enregistrer le professeur Guy Valencien, membre de l'Académie de médecine et chirurgien urologue, sur le sujet de la formation des professionnels de santé.
Vous m'avez demandé d'ouvrir vos débats sur la formation des professionnels, la formation continue des professionnels de santé, ce que je fais volontiers. J'avoue que j'ai pensé au sujet et je crois qu'il y a deux axes importants à vous donner. Le premier, c'est qu'il est essentiel de passer par des phases de simulation grâce aux outils modernes que nous avons qui permettent de mettre dans les mains les matériels des personnels qui les utiliseront et surtout de faire travailler ensemble les personnels. Par exemple, au bloc opératoire, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque sur table, il est extrêmement important de savoir qui doit faire quoi dans la seconde, l'anesthésiste, le chirurgien, l'infirmière de bloc opératoire, l'aide anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, un aide et autres. Bref, que tout le monde tourne et sache quoi faire au moment où il le faut pour assurer la meilleure des coordinations. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut passer par, une fois la formation faite, par l'évaluation des pratiques. À la fois la pertinence, est-ce que l'acte était utile et surtout, comment a-t-il été réalisé et quel est son résultat sur des données objectives que nous pouvons sortir des données du PMSI, du CIRAM et sur des données subjectives qui sont celles des patients à partir de questionnaires que les associations de patients dans les différentes pathologies pourraient remplir avec des médecins. Il faut donc susciter les associations savantes, il faut demander aux diverses instances de nous aider à mieux organiser cette évaluation, au-delà bien sûr des accréditations hospitalières qui s'intéressent de loin, je dirais, aux résultats de la pratique médicale et infirmière. Et je pense que cette notion de formation continue doit intégrer à la fois les médecins, les infirmiers, les kinésies, les sages-femmes, les orthodontistes, les orthoptistes, tous les personnels de santé ensemble. La clé, c'est de travailler ensemble pour être au mieux de la prestation que l'on doit fournir aux malades. Je vous remercie. Alors, merci au professeur Valencien pour cette introduction. Dominique, est-ce que vous avez une réaction aux propos du professeur Valencien? Oui, j'ai même plusieurs réactions, parce que je pense que ce qui est un point qui a été très important dans ce que vient de dire le professeur Valencien, c'est effectivement le mot « ensemble ». Au-delà effectivement des pratiques de simulation ou autres de formation, je pense qu'il est important, c'est effectivement la notion d'ensemble ou de collectif. Parce qu'au-delà d'avoir de veiller à son développement personnel de ses compétences, je pense qu'il est aussi important de voir comment on s'intègre ensemble dans la prise en charge des patients. Donc effectivement, il y a un premier point qui est important dans le développement de ses compétences, mais il faut voir comment on arrive à s'inscrire avec les autres, que ce soit dans du collectif avec ses pairs, c'est-à-dire entre les infirmières et les aides-soignantes, ou même avec les services de radiologie, avec les manipulateurs radio, puisqu'il y a une continuité dans la prise en charge des patients à avoir. Et au-delà, effectivement, de ce qu'a exposé le professeur Ballanger, c'est effectivement Valencien, sur l'arrêt cardio-respiratoire, puisqu'effectivement, il a donné l'exemple du bloc opératoire. Mais il y a d'autres situations qui méritent effectivement de faire de la simulation ou autre formation et d'être vraiment dans du collectif. D'accord. Alors, à l'hôpital Foch, justement, quelle est la situation à ce jour concernant la formation des équipes? Vous en êtes où? Alors, cette année est une année vraiment extrêmement particulière, hein, puisqu'effectivement, on a eu un blocage de tout pendant plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, hein, dans notre pays, mais aussi au niveau des organisations hospitalières, ça a été très, très difficile. Donc, la formation a été vraiment mise, si je peux dire ainsi, de côté, mais néanmoins, les professionnels ont été aussi dans des situations d'apprentissage, puisqu'on a été face à la prise en charge d'une nouvelle maladie. Des professionnels ont dû s'habituer à des nouvelles organisations de travail, vraiment de sortir de l'environnement qu'ils connaissaient. Donc, il y a une forme, si vous voulez, de développement de compétences, mais de façon assez inconsciente. Et là, aujourd'hui, on est effectivement, même si on est à l'aube d'une deuxième vague, on reprend les formations continues des professionnels, parce qu'il nous semble que c'est important. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui dans les équipes, un peu de fatigue, mais néanmoins, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de les rassurer et de retravailler avec eux sur le développement de leurs compétences.
J'allais justement du coup vous poser la question. On a beaucoup parlé pour les patients hors Covid cette année de perte de chance liée à la déprogrammation des soins. Est-ce que du côté des professionnels de santé, vous diriez qu'il y a eu éventuellement une perte de chance dans l'acquisition de compétences ou finalement, comme vous le disiez, du fait de la situation, ils en ont acquis d'autres, pas forcément celles qui étaient prévues, mais… Non, je ne dirais pas qu'il y a une perte de compétences, mais au contraire, un développement de compétences, mais probablement, je pense qu'il faudrait le mesurer. Je pense que les professionnels de santé, que ce soit les infirmières, les manips, les kinés, même les médecins, je pense qu'ils n'ont pas conscience des compétences qu'ils ont mis en œuvre pendant la gestion de la crise. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été capables de faire et les compétences qu'ils ont mis en œuvre. Ouais. Est-ce que vous les mesurez ou est-ce que vous pensez que c'est mesurable justement Alors, je pense que ça peut être mesurable, mais ça restera quand même assez difficile. Donc, je pense qu'on peut lancer des programmes de recherche ou d'évaluation. D'accord. Je vais m'adresser à vous, Julien. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot déjà de la situation aussi de cette année par rapport à Invivox. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que ça avait eu un impact très direct sur le business model d'Invivox, avec, on l'a tous constaté, hein, y compris ce soir, une explosion de la digitalisation. Comment ça s'est passé pour vous et chez vous? Oui, effectivement, pour nous, excusez-moi, j'ai énormément d'écho, c'est bon. C'est une année vraiment charnière, c'est-à-dire que notre business model, au départ, il est basé sur le compagnonnage, et c'est là où je rejoins le professeur Valencien. Aujourd'hui, il faut travailler ensemble, et nous, ce qu'on avait créé, c'était une plateforme qui permettait aux médecins d'aller se former les uns chez les autres. C'était vraiment l'idée d'Invivox au départ. Et puis, on a vu en mars dernier que le compagnonnage, la possibilité de se déplacer a disparu. Donc, pour nous, en fait, toute notre activité a disparu du jour au lendemain. Donc, ça a été d'une brutalité assez impressionnante. Heureusement, on avait anticipé, on avait préparé 2020 comme l'année du digital. Donc, on avait eu le nez creux, on va dire, et on a pu lancer, en fait, très, très rapidement une offre digitale, c'est-à-dire permettre à des professionnels de santé de partager leur expérience de la Covid à travers les outils du numérique. Et par exemple, on peut prendre l'exemple d'équipes italiennes. Les Italiens, ils avaient à peu près 1 mois d'avance sur la France. On a travaillé avec des obstétriciens italiens qui ont partagé leur expérience, comment gérer une maman qui est Covid+, comment protéger le personnel soignant, comment protéger le bébé, avec des équipes en France, mais pas qu'en France. En fait, c'est aller bien au-delà des frontières. C'est aller dans le public plutôt francophone, parce que l'équipe italienne était francophone et francophile. Et donc, ça a permis en fait de partager la connaissance. Et nous, en quelques mois, donc au pic de la crise, entre avril et mai, on a permis à 35 000 professionnels de santé. Donc, professionnels de santé, c'est des médecins, c'est des infirmières, c'est toutes les personnes qui sont impliquées dans les soins. On a permis à 35 000 personnes de se former ou de bénéficier justement de l'expérience des uns et des autres. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des retours justement des professionnels de santé? Est-ce qu'ils sont demandeurs de plus finalement aujourd'hui? Oui, alors moi je pense qu'il s'est passé un truc extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la contrainte. Tout à coup, des professionnels de santé qui étaient un petit peu reluctants, on va dire, face à l'utilisation du numérique, ils n'ont plus le choix. Et ils ont dû se mettre à utiliser tous les outils de visioconférence, les open classroom et tous ces outils-là. Et en fait, les gens se sont rendus compte que c'est pas sorcier, c'est vraiment pas sorcier. Il suffit généralement d'appuyer sur 2 boutons pour se retrouver en ligne avec des confrères du monde entier. Il faut appuyer sur un 3e bouton pour partager un film chirurgical et pouvoir le décrire. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, des mois plus tard, que ces habitudes se sont ancrées. En aussi peu de temps, les habitudes sont aujourd'hui ancrées et les gens sont plus prêts à traverser le monde pour aller passer 1 heure sur un podium pour faire une conférence, alors qu'ils se disent que finalement, ils peuvent rester chez eux, grâce au digital, éventuellement atteindre plus de monde, rendre cette conférence beaucoup plus interactive, comme vous venez de le faire là avec les sondages, et puis aussi de savoir qui est derrière l'écran, derrière pouvoir envoyer d'autres informations, éventuellement un replay, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter, de pouvoir envoyer un complément d'information aux personnes qui se sont connectées. Donc tout ça, en fait, c'est rentré dans l'usage
entre guillemets, hein, grâce à cette crise. Hein, mais aujourd'hui, je pense que le présentiel, ça n'est pas mort évidemment, mais en tout cas, le distanciel, le digital est entré dans les usages médicaux. On va avoir l'occasion de reparler de cette question distancielle digitale. Dominique, 2 questions par rapport à ce que disait Julien. Est-ce que, alors pas forcément dans la période qui vient de s'écouler, mais est-ce que vous, dans le cadre de la formation à la Foch, vous intervenez avec des partenaires internationaux, d'autres hôpitaux, ou ça reste plutôt local? Ça reste encore très local. C'est un de nos objectifs de formation, effectivement, essayer aussi de faire partager notre expérience et puis aussi de récupérer les expériences d'autres centres internationaux. C'est un objectif, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement travaillé à ce jour. D'accord. Et 2e question, on parlait justement de sous la contrainte, finalement, les professionnels de santé, mais nous tous, on s'est beaucoup mis au digital cette année. Est-ce que vous pensez que les professionnels de santé, les hôpitaux sont équipés aujourd'hui pour recevoir ce dont parlait Julien, tous ces webinaires, tous ces replays, etc. Est-ce que vous pensez que l'équipement peut être un frein à tout ça? Alors, chez nous, ce ne sera pas un frein, puisqu'on a la chance vraiment d'avoir un établissement qui est très bien équipé sur le plan technologique. Mais néanmoins, un frein qu'on est en train d'observer depuis quelques semaines, sur des formations individuelles qu'on veut organiser sous forme d'e-learning, par exemple, les professionnels ne sont pas forcément équipés chez eux. Donc, pas forcément un PC à leur disposition pour pouvoir effectivement faire soit assister à des séances de webinaires, soit du e-learning, ou par exemple, on a mis une formation en anglais pour un bon nombre de salariés. Et une difficulté pour eux, effectivement, même si tout le monde a un téléphone portable, on se rend bien compte que ce frein technologique va exister et va être de plus en plus prégnant. Donc, il faut qu'on arrive à trouver, nous, des solutions pour aider les professionnels à s'équiper. D'accord. Alors, je vous propose justement de lancer un 2e sondage sur cette question du digital pour savoir, vous qui êtes en ligne, quelle part de formation est-ce que vous seriez prêt à accepter en digital? Est-ce que vous seriez prêt à tout dématérialiser ou la moitié, plus, moins? Dites-nous ce que vous seriez prêt à accepter. Je pense que le sondage apparaît dans votre chat. On vous laisse encore, comme la dernière fois, quelques dizaines de secondes pour vous prononcer. Alors, encore, c'est bon. Je pense qu'on peut peut-être clôturer le sondage. Alors, les résultats devraient apparaître incessamment sous peu. Les voilà. Alors, vous êtes seulement 6% à accepter 100% de formation digitale. Vous êtes 43% à accepter jusqu'à 75% de formation en digital. 34% acceptent la moitié des formations en digital et 17% seraient prêts à accepter 25% de formation en digital. Julien, une réaction peut-être à ces résultats? Est-ce que c'est cohérent avec des retours que vous auriez pu avoir? Alors, je trouve ça hyper intéressant ce sondage. Ce qui serait dingue, ça serait d'avoir le même sondage avant la crise. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, évidemment, mais je pense qu'avant la crise, on aurait peut-être eu 75% à l'inverse. Hein. Je pense que le digital, ce que je disais, le digital est ancré aujourd'hui dans les mœurs des professionnels de santé, des industriels de la santé. Et on s'est rendu compte que ça avait profondément bouleversé notre vie. Je pense qu'on le voit tous dans les rendez-vous qu'on organise en se disant, est-ce qu'il y avait vraiment besoin dans le passé de monter dans un avion pour aller faire un rendez-vous en Allemagne ou à chaque fois de monter dans un train? Je pense qu'on s'aperçoit qu'on est capable de faire passer énormément de choses par le digital, pas tout,
Et heureusement, je pense que la relation en tête-à-tête est loin d'être terminée. Au contraire, hein, elle va se renforcer. Simplement, dans le futur, les relations en tête-à-tête, ce seront généralement la conséquence de formations digitales qui auront eu lieu auparavant, de signaux faibles qui ont été récupérés pendant ces formations, pour se dire, voilà, ce médecin, ce professionnel de santé a besoin d'aller plus loin. Et à ce moment-là, on va l'inviter dans un bloc opératoire où on va aller lui rendre visite pour pouvoir passer plus de temps sur un sujet précis. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Mais je trouve que ce sondage est vraiment très, très étonnant et j'aurais bien aimé avoir les réponses avant. Oui, justement, j'allais vous demander si vous aviez, on avait parlé en préparant cette table ronde d'études qui pourraient sortir justement sur le comportement des professionnels de santé par rapport au digital. Est-ce que vous avez des chiffres en tête ou peut-être pas? Alors, je pense qu'il y a un chiffre en tête qui est intéressant. C'est les facteurs d'influence des médecins. Et notamment, ça a été regardé, hein, c'est une étude qui date de juin dernier, donc ça a été étudié en fonction de l'âge des médecins. Et on s'aperçoit qu'en fait, plus les médecins sont jeunes et plus ils vont se fier aujourd'hui à l'avis d'un pair. Hein, donc en fait, c'est intéressant que le digital peut justement contribuer à mieux partager les avis aujourd'hui. Donc ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Et il y avait également une autre étude qui est parue par une étude de McKinsey, hein, qui a été réalisée en juillet, juste après la crise, qui demandait aux professionnels de santé, alors c'était une étude qui a été faite aux États-Unis, mais qui demandait aux professionnels de santé américains s'ils allaient continuer à utiliser des services qu'ils avaient découverts pendant la crise. Et ils proposaient notamment la téléconsultation à des médecins qui ne l'avaient jamais utilisée. 80% des médecins disaient oui, nous allons continuer à utiliser la téléconsultation, qui est devenue un outil comme un autre, quasiment comme un stéthoscope, hein, de leur arsenal aujourd'hui. Merci pour ces informations. Dominique, quelle part aujourd'hui prend le digital dans la formation à l'hôpital Foch? Alors, il prend une part de plus en plus importante, mais via quand même à la fois sur le e-learning et aussi sur les expériences de simulation. Puisque dans notre centre de simulation, on a la chance d'avoir une chambre des erreurs. Et donc, j'ai lancé un programme il y a 2 ans, en fait, de sécurité transfusionnelle, par réalité virtuelle. Donc, effectivement, quand les gens sont un peu obligés, se sentent forcés d'utiliser les nouvelles technologies, finalement, on n'a pas tellement d'opposition ni de frein. Donc, voilà, dans le programme de réalité virtuelle, c'est un programme qui a été imposé, entre guillemets, aux professionnels parce qu'effectivement, le choix du thème n'était que par cette modalité de réalité virtuelle. Donc, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de freins avant, mais une fois qu'effectivement que quelques personnes ont commencé à faire les scénarios en réalité virtuelle, finalement, il y a eu une vraie adhésion et on a pu former plus de 200 infirmières par réalité virtuelle à la sécurité transfusionnelle. Mais néanmoins, quand on regarde les questionnaires de satisfaction, il y a effectivement une vraie satisfaction parce qu'il n'y a pas eu de crainte ou la crainte est tombée sur l'usage de la réalité virtuelle. Mais les infirmières, donc ça, effectivement, c'était avant la crise. Il faudrait peut-être que je refasse la mesure maintenant après la première crise Covid. Les infirmières, malgré tout, ont noté qu'elles préféraient des séances de simulation en collectif, voire même si elles sont toutes seules, mais pas avec la réalité virtuelle. Donc, avant la première phase de la pandémie Covid, voilà. Et oui, pour utiliser de la technologie innovante, mais malgré tout, on préférait quand même des techniques moins modernes. Donc, je ne sais pas si effectivement aujourd'hui les infirmières seraient plus favorables qu'avant. Et est-ce que c'est quelque chose, alors je sais qu'il est tôt, entre guillemets, on a peu de recul encore finalement par rapport à toute cette situation qu'on vient de traverser et qu'on continue de traverser. Mais justement parce que peut-être la situation semble aussi vouloir durer un peu plus, est-ce que vous faites aujourd'hui des plans de renforcer la part du digital dans la formation ou où est-ce que vous en êtes? Alors, on a malgré tout fait le choix du renforcement puisque les formations dites obligatoires pour les nouveaux professionnels qui intègrent l'hôpital, qui vont être sur l'hygiène, la douleur ou la sécurité incendie. Donc, la sécurité incendie est ouverte du coup à pas seulement les professionnels de santé. Aujourd'hui, effectivement, ce ne sont
plus que des scénarios en e-learning. Et on est face aussi à une demande de plus en plus importante de cours d'anglais. Et donc là, on a fait le choix de le faire aussi par e-learning. D'accord. Est-ce que, je me suis posé la question en y repensant, vous parliez tout à l'heure justement de formation pendant la situation Covid. Est-ce que vous avez été amené, il y a tout ce qu'on a appris sur le tas, je dirais. Est-ce que vous avez été confronté à des demandes de formation ou d'organisation de formation, que ce soit des webinaires d'ailleurs ou autres, sur le sujet de la Covid spécifiquement pendant la période? Alors, les demandes qui ont été plutôt formulées de façon concrète ou pas, c'est plutôt effectivement avoir de l'information sur la pathologie et pas sur mes compétences en tant qu'infirmière, en tant que manipulateur radio ou technicien laboratoire. Il y a une vraie inquiétude et vrai questionnement sur l'évolution de la maladie, ses conséquences. Donc c'est plus là aujourd'hui, en tout cas ce que j'observe moi dans mes équipes, les demandes sont plutôt ciblées sur la pathologie. Par rapport à ce que disait Julien aussi tout à l'heure, sur aujourd'hui, on est plus prêt à aller au bout du monde ou peut-être même au bout de la France pour aller à un congrès. Je ne sais pas si vous avez la vue là-dessus sur des professionnels de Foch qui continuent de se déplacer ou pas, parce que justement, la connaissance de la maladie, ça passe aussi parfois par aller écouter les études de cas de ses confrères, des sympos, etc. Comment ça se passe chez vous? Alors, ceux qui participent aujourd'hui à des congrès sont des personnes qui, effectivement, vont plutôt faire partager leur expérience. Donc, se retrouver dans la situation, effectivement, d'experts et de personnes qui vont présenter des topos. Peu de personnes, en fait, nous demandent maintenant à participer à des conférences. D'accord. OK. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un retour d'expérience international. Celui d'Hans-Peter Welch. Donc, ce sera une séquence en anglais pour nous tous. Donc, Hans-Peter Welch, bonsoir. Vous allez nous parler d'Esculape Academy, l'organisme que vous dirigez. Nous le présenter peut-être en quelques minutes et puis nous exposer aussi la situation au niveau international. Est-ce que cette situation de la digitalisation, quelle a été sa dimension à votre niveau avec le point de vue international? Alors, est-ce qu'on a bien Hans-Peter Welch? Hans-Peter Welch, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, bon, je ne sais pas si Monsieur Welch est prêt ou pas. Ah, ça a l'air de... Désolée pour ce petit aléa technique. J'espère que vous restez en ligne avec nous en attendant la connexion d'Hans-Peter Welch qui va nous parler d'Esculape Academy. Je ne sais pas si vous voyez mon écran entre-temps. Alors, Julien, oui, on a vu des slides apparaître. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut regarder ça. Voilà, pour meubler, parce que vous me demandiez un chiffre et je suis allé chercher une étude de Ipsos qui a été présentée vraiment la semaine dernière. C'est une étude toute fraîche, c'est une étude internationale qui montrait que justement 65% des médecins utilisaient aujourd'hui des outils de formation digitaux pour se former. Donc, c'est quand même un chiffre impressionnant aujourd'hui. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas les données de avant la crise, mais ça serait effectivement extrêmement intéressant d'avoir cet avant-après pour mesurer la transformation des usages, en fait. Ouais. Et alors, justement, l'étude Ipsos propose justement quelques données. Je ne sais pas si vous voyez cette slide ici, avant la Covid-19. Vous voyez bien mes slides ou pas? Je les vois. Donc là, en fait, c'est une étude internationale qui a été menée par Ipsos et qui justement montrait l'usage des outils de e-santé dans la plupart des pays. Alors, on n'est pas dans l'information, mais en manière globale, on voit que les Chinois étaient très, très avancés. En revanche, en France, il y avait seulement 26% des médecins qui utilisaient des outils de e-santé avant la crise. Et donc, on passe de 26% à 65%. C'est quand même effectivement un changement assez profond dans l'usage digital. Et effectivement, on peut imaginer que ça va continuer
dans la durée, en tout cas, on peut l'espérer, parce que je pense qu'il y a effectivement, on le voit bien, on le mesure, il y a quand même de vrais avantages. Peut-être pour continuer, on a parlé tout à l'heure de simulation. Comment aujourd'hui vous avez donc un simulateur à Foch, est-ce que ça intervient aussi dans la prise en main de matériel technique des professionnels, ou est-ce que pour ce type de formation vous restez sur du présentiel et de la prise en main matériel physique? Donc, enfin, on a plusieurs types de simulations. Donc, où effectivement, on a ce que je vous disais tout à l'heure, une chambre des erreurs, donc avec plus ou moins de la technologie, mais aussi une salle en fait qui est équipée en fait de ce qu'on dit en fait une salle de haute fidélité, donc qui est équipée d'un mannequin et qui permet effectivement de reproduire des situations d'arrêt cardio-respiratoire, soit au bloc opératoire ou même sur une salle d'accouchement. Donc là, effectivement, bon, c'est des scénarios qui nécessitent de la présence d'équipe, la situation réelle, c'est-à-dire avoir un médecin anesthésiste, une sage-femme quand on est sur l'accouchement, ou si on est au bloc opératoire, donc effectivement avec l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, l'infirmière de bloc opératoire. Voilà, donc on essaie de remettre en forme ces scénarios. On a repris ces formations. Et effectivement, on était assez surpris parce qu'on a effectivement des demandes de l'équipe, parce qu'effectivement, la vie... Pardon. Allez-y. Donc, la vie normale a quand même repris le cours dans la prise en charge des patients, hein, puisqu'on a quand même des retards de prise en charge pour certains patients. Donc, il faut reprendre les programmes opératoires, reprendre les hospitalisations programmées. Et donc, effectivement, les équipes ont, pour certaines, puisqu'on a intégré aussi beaucoup de nouveaux professionnels cet été dans l'établissement, donc ces professionnels demandent aussi à pouvoir bénéficier à nouveau de ces formations. Très bien. Alors, je crois, j'entends Hans-Peter Welch. Hören Sie mich denn? Can you hear me now? Yes, absolutely. I'm sorry for the trouble, but I had to switch on the iPad. It's only going via the iPad and not on the other side. But if you hear me, I would like to give you a quick insight how our International Academy has adapted to the digital process of training and education for surgeons and for operating and hospital staff. And I would like to follow what Julian had said, but also Dominique Reinert before. And can you please show the first slide? Can you show the first slide? Yeah. Second slide. Yeah. The Escolab Academy has a strong positioning. If you click, please, through to the next one. You have to click through, please. And it has always been our very strong belief that skill training, management programs, scientific large sessions and Escolab Academy trainings in hospital would be the core of our training for surgeons. And we have about 25 years of experience with that. And we have really good experiences when in February this year, almost everything has changed, because at this time, management programs were not anymore conducted. The academy in hospitals did not happen anymore. And scientific meetings with big auditories did also not happen anymore. So we had very quickly to change and to adapt to it. And I can only tell Mr. Julian Delpech that also we had never thought that the digital training concept would so quickly enter the hospital theaters. And if you may click on the next slide, please. And all of a sudden we had from 0
develop e-learning and blended learning concepts. We had developed webinars and web conferences for products and for content. And we have, as you have also found out, that simulations and virtual reality and augmented reality concepts make a big difference. And we have nowadays, if you remember, we have usually you have about 2,000 courses around the world with about 70,000 participants per year. And from March to July itself, we had more than 65,000 people on digital learning devices. And we agree that hospitals to some extent were prepared for digital seminars, but they were not really prepared. They were half prepared, and surgeons more than nursing staff were also mostly privately in evening hours able to go through such digital learning tools like you can see it here. We have prepared laparoscopic and cardiovascular tools so that the information into the digital world would not stop. Next, please. And we have very quickly adapted to it and have created, as you can see nowadays, 350 digital courses with more than 66 participants in the time from January to June, but more or less we learned from the Italian, as you said earlier, to adapt quickly because we saw it coming more or less, and we changed a lot of our courses. Next, please. And the digital learning and the VR tools were very helpful for that, because that was enabling us to also go into a kind of skills training, but only a kind of skills training. And if we would raise the question again, we would not ask whether it is digital or it is not digital. We would ask the question, what part of the training can be digital and what part of the training should not be digital. Next slide, please. And you can see it here. There is from analog training to digital training. There is a switch which is not black and white according to our experiences, but it is half and half. And you cannot learn everything digital, but you can prepare yourself digital, and still the skills training has its great opportunity, because when young surgeons or also nurses have to be trained, they can not only train by theory, they have also to go on animal trial, and they have also to go on organs and on pieces of meat to learn how to suture and to learn how to open and to access and to learn different kinds of methods. And this is not possible to just learn and see by the digital concept. Therefore, we have changed our program nowadays, and we offer, in addition to regular courses, a variety of e-learning tools and models, which follows the range of available products and systems, of course, so that with those products you have in hand, you can really also learn how to do it. Moreover, we will not only talk about products, we will also talk about the safe application of the products in the body, but also we'll talk about the process and the training, because the process of how the operation flows is also a very important step and an important way we have to come forward. Next, please. And we will use
excellent and so-called flagship training, blended training concepts, and distribute them also in a way internationally, so that not every country is trying and in the need to develop everything itself, but there is also a good variety which you can also take from abroad, and what works in Germany might also work in France to some extent, but more or less also the other way around. That means we are using our international network and are evaluating wherever good and excellent courses are being developed. We will distribute them and make it available so it is possible to use such courses also in other countries. Next, please. And we do this not only ourselves, but we are doing this also together with the different chambers of surgery and with the different organizations of surgery, so that we make sure that there is a validated content and not only just a content which some of the trainers or some doctors have developed. So there is a viable content which can be really used as a standardization tool for specific therapies on particular portfolio for education. Next. And we do this so-called to become lighthouses. We have lighthouses organization in our academy. Not everybody, as I said earlier, can be provided on a digital way, but it will be a good mix. And then you will see, as the picture on the end shows, that you have a digital part and you have also an analogous part. And the analog part will not be the theory, but it will be the skills training. And the digital part will be the theory, which is enforced by virtual reality tools. So the ideal situation. And one of my consultant surgeons in Germany has said, Mr. Welch, it is like you buy a French cooking recipe book and you read it, but it doesn't mean in the end that you can cook it. So what you need is still the right kitchen and the right training and the right feel for it. And therefore training will also in future be a mix of skills training, but will strongly be supported by digital trainings for the theory. And you have then the big advantage that the theory can be individually consumed by surgeons and by nurses wherever and whenever they have the opportunity to it. And it does not need to be 3 or 4 days out of the hospital. And no one has to come into the hospital. It is a mix. You can use your time at home or in your breaks. And for the skill training before you go into minimally invasive surgery or before you go into cardiovascular surgery, you should undergo, the young surgeons should undergo skills training, and then the mix is the optimum. Last slide, please. Thank you very much. And the colleagues from B. Braun can certainly give you some help and some further information about this. I hope you could well understand me, and if we can, I'm also certainly available for any questions. And sorry to say that I am not so good in French language that I can follow and speak completely free with it. Thank you very much, Hans-Peter Welch, for that speech. Je crois que effectivement ce qu'on peut retenir de la présentation, en dehors de l'analogie très parlante à la cuisine, on voit bien qu'effectivement, si on veut apprendre la cuisine, on peut acheter un livre de cuisine.
Ce sera jamais comme suivre un cours de cuisine avec un maître, un chef dans une cuisine, sentir les odeurs, faire cuire ces aliments. Et donc, évidemment, l'analogie avec les soins est assez parlante. Ce qu'on retient là aussi, c'est que finalement, on voit bien qu'il y a toute une partie théorique et de préparation qu'on peut digitaliser, et puis une partie pratique qui va être beaucoup plus délicate de digitaliser. La simulation est un début de réponse, mais il y a un moment où il faut y aller. Peut-être, Julien, vous avez parlé tout à l'heure justement de dire qu'il ne fallait pas tout digitaliser. Vous, c'est votre modèle actuel, mais ça ne l'était pas avant. Et alors, est-ce qu'on doit tout digitaliser au maximum et où est-ce qu'on s'arrête votre avis là-dessus? Alors, moi, j'aime bien parler d'un concept qui est très utilisé en ce moment, hein, qui s'appelle le Digital Journey. Alors, c'est utilisé par tout le monde sans trop savoir véritablement ce que ça veut dire. Moi, je pense que le Digital Journey, quand on parle de formation, c'est ce que Hans-Peter a très très bien dit quand il parle de blended learning. C'est d'essayer de proposer une formation qui va être une formation à la fois à la carte et on demand, et qui est basée justement sur la crise actuelle. C'est-à-dire d'être capable de proposer, par exemple, comme vous le faites chez BeBrand, un webinaire, et pendant le webinaire, d'essayer de repérer des signaux faibles pour pouvoir dire, tiens, sur un webinaire, il y a des gens qui sont très, très intéressés, des gens qui vont poser des questions particulières. Et ces gens-là, il va peut-être falloir leur proposer une formation différente des autres. Par exemple, les envoyer soit en simulation à Foch, hein, pour qu'ils puissent justement avoir les mains dedans, comme on dit, ou bien aller chez un confrère, parce que BeBrand, vous avez des experts un peu partout dans le monde, leur dire, tenez, allez passer une journée au bloc opératoire avec un expert, si c'est possible évidemment, hein, si le cadre sanitaire l'autorise. Et puis d'autres personnes, leur dire, voilà, vous avez eu un webinaire, on va vous proposer un cas clinique interactif, on va vous proposer une capsule produit pour aller plus loin. Mais finalement, on arrive à proposer du blended learning, qui est le Graal de la formation, qui va mélanger des activités sur site et des activités online. Merci. Alors justement, vous parliez de questions. À vous qui êtes en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les envoyer dans le chat, puisque nous garderons la dizaine de minutes qui va nous rester pour les adresser et avoir les retours de nos intervenants. Pardon, j'ai perdu ma dernière question pour vous, Dominique. Alors, je vous propose de regarder tout de suite si nous avons déjà des questions. Alors, c'est une question pour vous, Julien, par rapport aux chiffres que vous avez présentés sur l'étude Ipsos. Est-ce que les 65% ne concernent que des médecins ou est-ce que ce sont des professionnels de santé en général? C'est une excellente question. Je vais regarder, je vais vous dire ça. C'est une étude qui a été présentée la semaine dernière. Ça concerne des professionnels de santé. C'est général, effectivement. Je pense que derrière cette question, il peut y avoir effectivement une interrogation. Est-ce qu'on peut faire une différence ou est-ce qu'à votre avis, il y a une différence entre les médecins et le personnel paramédical, soignant? Est-ce que vous constatez une différence aujourd'hui? Est-ce que vous faites une différence sur digital, pas digital? Alors, dans le cas de téléconsultation ou de façon générale à l'hôpital Foch? Les paramédicaux, en fait, n'ont effectivement pas une grande culture du digital. On est effectivement majoritairement sur les infirmiers. Il y a quand même une culture de l'oral et de l'équipe et d'être ensemble. Donc, effectivement, à partir du moment où on va les mettre dans des situations individuelles ou derrière un PC, ça va être une difficulté pour eux. Mais je rejoins un peu ce que Julien a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de proposer des programmes en fait qui mélangent un peu différents supports de formation. Et le point, peut-être, je pense, sur lequel je n'ai pas assez insisté ce soir, quand on a parlé beaucoup de simulation, il faut jamais oublier que dans un programme de simulation, il y a un briefing et il y a un débriefing. Et la période de simulation est extrêmement importante. Mais de préparer le professionnel ou les équipes qui vont être dans une séance de simulation, c'est extrêmement important. Et ça va favoriser ou ça peut défavoriser le contexte de formation. Et le débriefing ensuite est là aussi pour effectivement valider
des apports, mais aussi rassurer les apprenants qui, pendant cette formation, auraient pu marquer des signes de faiblesse ou se rendre compte de leur niveau de compétence et du coup renforcer peut-être dans l'auto-évaluation du coup une insuffisance et donc effectivement les phases de débriefing sont aussi importantes et favorisent le développement des compétences. On rejoint la thématique de l'évaluation des pratiques dont parlait le professeur Valencien dans l'introduction, qui effectivement permet d'être dans une démarche d'amélioration continue ensuite. Alors, une autre question, de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer les retours d'expérience de patients dans la formation des professionnels de santé. Peut-être une question pour vous, Dominique, encore. Oui, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, le retour de l'expérience des patients est un élément fort pour nous améliorer, et notamment dans la coordination des parcours patients. Alors, nous, sur l'hôpital, on a fait le choix depuis 2 ans, au sein de la direction de la communication, d'avoir une personne qui, effectivement, est, entre guillemets, responsable de l'expérience patient. Et elle est en lien direct avec les patients. Donc, elle a un bureau qui est positionné au niveau de l'entrée de l'hôpital. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et aussi en interne. Donc, c'est aussi connu de nos équipes. Effectivement, cette personne, en fait, récupère beaucoup d'informations, que ce soit des informations positives, mais aussi des informations qui nous forceraient quand même à changer et à avancer différemment dans une organisation. Et effectivement, alors aujourd'hui, effectivement, on le fait à notre niveau en termes de communication interne, mais je pense qu'effectivement, on pourrait aller au-delà, effectivement, s'en inspirer pour nos formations. D'accord, merci. Julien, une question pour vous cette fois-ci. Est-ce que les outils de communication actuels sont à la hauteur des enjeux, la qualité des outils, la capacité des infrastructures? Je vais vous raconter une anecdote pour démarrer. Internet Explorer, hein, vous connaissez tous, ça a été un outil qui a été développé par Microsoft, et Microsoft a arrêté de développer cet outil il y a 3 ou 4 ans de ça. Donc, il n'y a plus aucune version, il n'y a plus aucune amélioration sur Internet Explorer. Et tous les nouveaux outils qui sont lancés dans le digital, hein, vous prenez les grandes plateformes de visioconférence, donc n'ont pas intégré ou n'intègrent plus, en tout cas, Internet Explorer aujourd'hui. En revanche, l'hôpital public en France, hein, sur les ordinateurs de l'hôpital public, il n'y a qu'Internet Explorer. Donc, pour répondre à cette question, les outils de communication, oui, je pense qu'ils sont véritablement à la hauteur des enjeux. Simplement, des fois, il faut revenir en arrière, et nous, on a été obligés de recoder sur Internet Explorer pour faire fonctionner ces outils. Mais quand même pour vous donner un exemple, nous, on permet à des professionnels de santé, à nos clients sur Invivox, de partager, s'ils le souhaitent, des films chirurgicaux. Hein, on leur dit, voilà, vous ne pouvez plus le faire en live, vous ne pouvez plus le faire en direct, donc on va vous proposer sur une plateforme de partager et de commenter ces partages. Le retour d'expérience des personnes qui sont formées est assez impressionnant, parce que les gens se disent, voilà, en 1 heure, on a vu 3 films de cas complexes qui sont commentés par un expert, avec justement toute la liberté de l'expert qui n'est pas en train d'opérer, donc il n'y a pas le stress de l'opération, qui peut s'arrêter sur le geste, qui peut revenir en arrière, qui peut faire un ralenti, qui peut réexpliquer si besoin, qui peut prendre toutes les questions des participants sans être dans le stress de l'opération. Et avec une qualité de film, on est sur une qualité de film, beaucoup de films ont été réalisés en 4K, il existe des centaines de milliers de films chirurgicaux, hein, et donc je pense qu'aujourd'hui on est capable avec les outils du numérique quand même de faire passer, de créer une formation de grande qualité. Merci, merci à vous tous. Nous approchons de la fin déjà de cette conférence. Pour la conclure, nous allons vous lancer un dernier sondage afin de savoir si justement cette conférence a répondu à vos attentes. Et pendant que le sondage se lance et que vous y répondez dans la fenêtre, je propose peut-être à Dominique et à Julien de nous donner leur mot de la fin sur ce sujet de la formation. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Oui, en tout cas, moi, je suis très optimiste, même si effectivement, on va devoir
changer nos habitudes, nos repères en termes de formation. Mais on a déjà, depuis quelques années déjà, on réfléchissait à changer nos modèles de pédagogie. Donc, je suis assez confiante et je vois bien que même si parfois on peut y aller un peu en tirant les pieds parce que c'est des changements d'habitude, donc parfois on n'est pas forcément très à l'aise, on a un peu peur. Mais quand on n'a pas le choix de faire autrement, tous, je pense qu'on est capable d'être raisonnable et on a envie de bien faire dans la prise en charge des patients, en tout cas pour les soignants. Donc, je suis plutôt optimiste. Très bien. Julien, un mot de la fin de votre côté? Alors moi, je suis par nature optimiste, hein, donc je vais rejoindre Dominique sur ce point-là. Je suis optimiste aussi quand je vois les chiffres que Hans-Peter a présentés. Plus de 65 000 professionnels de santé qui se sont formés à travers l'Académie ESCULAP. De notre côté, plus de 35 000 professionnels de santé qui se sont formés en 2 mois sur toutes les thématiques, hein, qui vont de l'obstétrique à la psychiatrie, au bien-être justement pour les infirmières dans une situation de crise. Donc, je suis plutôt optimiste. Moi, peut-être ma conclusion, c'est de dire que l'intérêt aussi du digital, et on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, mais c'est les données. C'est-à-dire que le digital permet aujourd'hui de récupérer toutes les données. Quand dans le passé, vous envoyiez, par exemple, un expert faire une conférence sur un podium à San Francisco, vous aviez un symposium, mais vous ne saviez pas qui était dans la salle. Vous ne saviez pas quel était le retour éventuellement des participants et le retour sur investissement. Aujourd'hui, quand vous faites la même chose, quand vous demandez à un expert de se mettre derrière son ordinateur et de partager avec sa communauté les résultats d'une étude clinique, par exemple, vous allez avoir les données de tous les participants. Vous allez avoir l'information en direct, en proposant des sondages, des participants. Les participants vont tous pouvoir poser des questions. Et finalement, le retour sur investissement, le retour sur expérience, il est sûrement supérieur au niveau de l'information qui va être donnée et de l'information qui va être récupérée de l'autre côté. Et c'est peut-être moi là-dessus que je voudrais terminer, sur se dire que voilà, le digital, c'est formidable, mais le digital sans la donnée, c'est complètement inutile. Donc voilà, ne jamais perdre de vue tout ça. Peut-être bientôt une série de webinaires alors avec les experts de l'hôpital Foch. Bien, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Je vous donne rendez-vous le 29 octobre pour le 2e épisode qui aura une thématique très différente puisque nous parlerons de logistique hospitalière. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Merci à tous. Merci à toutes.